Ils ne cherchent pas ton avis. Ils ne cherchent même pas à avoir raison. Ce qu'ils attendent, c'est autre chose. Ils attendent le moment précis où ton calme va se fissurer. Une remarque en apparence anodine, un sourire un peu trop appuyé, une question qui n'en est pas vraiment une. Rien d'agressif, rien de frontal, et pourtant, quelque chose se tend en toi. Parce que ce n'est pas une conversation, c'est un test. Sois honnête, tu l'as déjà senti. Ce moment où tu comprends que peu importe ce que tu répondras, le vrai enjeu n'est pas ta réponse. L'enjeu, c'est ta réaction, ton ton, ton regard, ta micro-émotion, le léger agacement que tu essaies de cacher. Et souvent, sans même t'en rendre compte, tu entres dans le jeu. Tu expliques, tu te justifies, tu te défends calmement. Et pendant que tu crois garder le contrôle, l'autre observe. Il note. Il comprend jusqu'où il peut aller, où ça touche, où ça craque. Parce que dès que ton calme devient instable, tu deviens lisible. Et ce qui est lisible est manipulable. Le plus dangereux, c'est que ces tests ne ressemblent jamais à des attaques. Ils sont enveloppés dans la normalité, dans l'humour, dans la fausse innocence. Tu réagis presque par réflexe, parce que ne pas réagir te semble étrange, presque injuste. Mais voici la vérité que peu de gens acceptent. Réagir, même calmement, c'est déjà perdre une partie du pouvoir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes testent ton calme, même sans en être conscientes. Pourquoi répondre intelligemment n'est pas toujours la bonne option. Et surtout, comment sortir définitivement de ces jeux, non pas en gagnant le test, mais en l'annulant. Reste jusqu'à la fin. Le test le plus dangereux n'est pas celui que les autres te font. C'est celui que tu te fais à toi-même, chaque fois que tu réagis. Il est important de comprendre une chose avant d'aller plus loin. La plupart des gens ne testent pas ton calme de manière consciente. Ils ne se réveillent pas le matin en se disant qu'ils vont provoquer quelqu'un. Le test est rarement intentionnel. Il est presque toujours instinctif. Quand quelqu'un est agité intérieurement, ton calme devient un miroir. Et ce miroir est inconfortable. Face à une personne posée, stable, peu réactive, quelque chose se déclenche chez certains. Une tension diffuse, une impression de déséquilibre. Ton absence de réaction met en lumière leur propre agitation. Et au lieu de regarder cela en eux, ils cherchent inconsciemment à te faire bouger. Pas pour te blesser, pas pour gagner, mais pour rétablir un équilibre émotionnel. C'est là que le test commence. Une petite remarque pour voir si tu souris encore. Une pointe d'ironie pour observer ton regard. Un silence appuyé pour te pousser à remplir. Ce sont des tentatives de régulation émotionnelle. L'autre cherche à te faire entrer dans son rythme, dans son état, dans son chaos. Et tant que tu restes calme, tu restes hors de portée. Psychologiquement, cela s'explique simplement. Nous sommes rassurés par ce que nous pouvons influencer. Quelqu'un de calme est difficile à influencer. Il ne donne pas de prise immédiate. Il ne renvoie pas d'émotions exploitables. Il n'offre pas de confirmation. Alors le système cherche une faille. Le paradoxe, c'est que plus tu es posé, plus tu attires ce type de test. Non parce que tu es faible, mais parce que tu es différent. Le calme tranche dans un monde d'agitation. Il attire l'attention. Et toute différence devient une cible. Les stoïciens avaient compris ce mécanisme sans jamais le nommer ainsi. Ils savaient que l'homme qui n'est pas gouverné par ses émotions dérange celui qu'il est. Pas volontairement, par contraste. C'est pour cela que beaucoup de tests se déguisent en échanges normaux. Si l'attaque était claire, tu pourrais la refuser. Mais le test, lui, est ambigu. Et cette ambiguïté te pousse à réagir pour rester correct, pour rester fluide, pour rester normal. Mais à chaque réaction inutile, tu fais exactement ce que le test attend. Tu entres dans la dynamique. Il est crucial de comprendre que ces tests ne disent presque rien de toi. Ils parlent de l'autre, de son besoin de validation, de contrôle, d'apaisement. Ton calme n'est pas le problème, il est le révélateur. Et tant que tu crois que le test est une discussion, tu continues à y participer.
Mais le jour où tu comprends que ce n'est pas un échange, c'est une tentative, tout change. À partir de là, la vraie question n'est plus comment répondre intelligemment. La vraie question devient pourquoi répondre tout court. Et c'est précisément là que la plupart des gens perdent, avant même d'avoir parlé. Réagir donne l'impression d'exister, de reprendre la main, de montrer que tu n'es pas passif. Mais dans les tests dont nous parlons, réagir est exactement ce qui te fait perdre, souvent avant même que tu aies formulé une seule phrase complète. Pourquoi ? Parce que la réaction te rend prévisible. Dès l'instant où tu réagis, tu montres comment tu fonctionnes, ce qui t'agace, ce qui te touche, ce que tu veux défendre. Tu dévoiles ton centre émotionnel. Et une fois ce centre visible, il devient exploitable. Pas forcément par malveillance, mais par dynamique. Celui qui réagit entre dans le rythme de l'autre. Celui qui ne réagit pas impose le sien. La différence est subtile, mais décisive. Psychologiquement, la réaction est un mouvement vers l'extérieur. Tu quittes ton axe pour répondre à une stimulation. Tu n'agis plus depuis un choix, mais depuis une impulsion. Même si ta réponse est calme, polie, intelligente, elle reste une réponse. Et une réponse valide le test. C'est pour cela que beaucoup de personnes brillantes perdent ces jeux invisibles. Elles pensent qu'en répondant avec finesse, elles gagnent. En réalité, elles confirment qu'elles sont disponibles émotionnellement, qu'elles peuvent être entraînées, qu'un simple signal suffit à les faire bouger. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre agir et réagir. Agir vient d'un jugement posé, réagir vient d'un choc. Tant que tu réagis, tu n'es pas libre. Tu es en dialogue avec ce qui ne dépend pas de toi. Et il y a un autre piège encore plus discret. La réaction te donne l'illusion du contrôle. Tu crois que répondre te protège, qu'expliquer te clarifie, que te défendre te sécurise. Mais ce que tu fais en réalité, c'est entrer dans un terrain qui n'est pas le tien. Réagir te place toujours en aval. Tu arrives après l'impulsion, après le test, après l'intention cachée. Tu ne fais que gérer les conséquences, jamais la dynamique. Celui qui ne réagit pas, au contraire, interrompt la chaîne. Il ne refuse pas, il ne contredit pas, il ne s'oppose pas, il ne donne simplement pas suite. Et sans suite, le test se vide de sa substance. C'est pour cela que le calme véritable est si rare. Il demande d'accepter une chose difficile. Ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Ne pas réagir, ce n'est pas perdre. C'est refuser de jouer à un jeu qui n'a jamais été conçu pour être gagné. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher la bonne réponse. Tu cesses de préparer des phrases. Tu cesses d'anticiper. Tu commences à voir les tests pour ce qu'ils sont, des tentatives de déplacement. Et une tentative n'a de pouvoir que si tu y réponds. À partir de là, un nouveau niveau s'ouvre. Tu n'essaies plus de réussir le test. Tu commences à le reconnaître. Et reconnaître un test, c'est déjà s'en libérer. Mais encore faut-il savoir à quoi ressemblent ces tests dans la vie réelle. Pas en théorie, pas en concept. Dans les situations précises où ils surgissent sans prévenir. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Le premier test est le plus banal, et c'est pour cela qu'il fonctionne si bien. Le test de la remarque anodine. Quelqu'un glisse une phrase qui, en surface, ne signifie rien. Pas une attaque, pas une critique claire, juste une observation. Un ton neutre, parfois même un sourire. Tu es toujours très calme, toi. Tu prends tout avec beaucoup de distance. Ça ne te touche vraiment pas ? Rien d'agressif. Et pourtant quelque chose se déclenche en toi, parce que cette remarque te place sous un projecteur. Elle suggère qu'il y a quelque chose à expliquer,
à justifier, à éclaircir. Ce que l'autre attend n'est pas une réponse factuelle, il attend un signe, une micro-réaction, une émotion. Savoir si ton calme est solide ou simplement une façade. Et dès que tu expliques, tu lui donnes l'information qu'il cherchait. Pourquoi réagis-tu ? Parce que l'ambiguïté te met mal à l'aise. Tu veux corriger l'interprétation. Tu veux éviter d'être mal compris. Mais en faisant cela, tu entres dans le test. La réponse stoïcienne n'est pas de nier ni de se défendre. C'est de laisser la remarque flotter, ne pas la saisir, ne pas la corriger. Ce qui n'est pas clairement une question ne mérite pas une réponse. Et ce simple non-geste ferme le test. Le deuxième test est plus subtil, plus toxique. Le test de l'ironie déguisée. Ici, le message est enveloppé dans l'humour, une plaisanterie, une pointe de sarcasme. Officiellement, ce n'est rien. Officieusement, c'est une sonde. L'ironie sert à une chose précise, provoquer sans assumer. Si tu réagis, on dira que tu manques d'humour. Si tu ne réagis pas, on observe ton visage, ton silence, ton malaise éventuel. Ce test cherche une faille émotionnelle. Il veut voir si l'ironie t'atteint, si elle te force à te positionner. Beaucoup tombent dans le piège en se justifiant, en expliquant qu'ils ont compris la blague, qu'ils ne sont pas vexés. Mais expliquer ici, c'est déjà perdre. Pourquoi ? Parce que l'ironie n'est pas une invitation au dialogue. C'est une tentative de domination douce. Elle cherche à prendre l'ascendant tout en restant socialement protégée. La réponse stoïcienne n'est ni le rire forcé, ni la défense. C'est la neutralité. Laisser l'ironie mourir d'elle-même, sans tension, sans démonstration. L'ironie ne survit que si elle est nourrie. Ces deux premiers tests ont un point commun. Ils sont discrets. Ils se cachent derrière la normalité. Et c'est précisément pour cela qu'ils font tomber tant de gens. On croit répondre poliment alors qu'on vient d'offrir une prise. Mais les tests suivants sont encore plus inconfortables, parce qu'ils ne jouent plus sur les mots, mais sur le vide, la colère et la pression. Le troisième test est l'un des plus efficaces, le test du silence inconfortable. Quelqu'un cesse de répondre, il te regarde, il laisse un espace. Rien n'est dit, mais tout est chargé. Ce silence n'est pas paisible, il est tendu, calculé, il attend quelque chose de toi. Ce test fonctionne parce que le vide dérange. Le cerveau cherche naturellement à le combler. Alors tu parles, tu ajoutes une précision, tu poses une question inutile, tu expliques ce qui n'avait pas besoin de l'être, juste pour que quelque chose se passe. Mais ce que l'autre observe, ce n'est pas ton contenu, c'est ton seuil de tolérance au silence. Jusqu'où tu peux tenir sans intervenir, jusqu'où tu peux rester stable sans reprendre la parole. Pourquoi réagis-tu ? Parce que tu confonds silence et rupture. Tu as appris que laisser un vide, c'est perdre le lien. Alors tu remplis, même quand cela t'affaiblit. La réponse stoïcienne ici est simple, mais difficile. Ne rien ajouter. Rester présent. Respirer. Laisser l'autre porter le poids du silence qu'il a créé. Très vite, celui qui teste se fatigue, parce que le silence n'est plus un outil contre toi. Il se retourne vers lui. Le quatrième test est plus frontal, le test de la colère projetée. Quelqu'un arrive chargé, il parle fort, il accuse à demi-mot, il transfère sa frustration sur toi. Pas nécessairement parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu es là, disponible, calme. Ce test cherche une explosion, une défense, une justification.
Il veut te tirer dans l'émotion, car dès que tu réagis émotionnellement, le contrôle change de camp. Beaucoup tombent dans ce piège en essayant de calmer, d'expliquer, de raisonner. Mais expliquer face à une colère projetée, c'est entrer dans un feu qui n'est pas le tien. Pourquoi réagis-tu ? Parce que l'intensité t'aspire, parce que tu veux rétablir l'équilibre. Mais ce faisant, tu portes une émotion qui ne t'appartient pas. La réponse stoïcienne n'est ni la fuite ni l'affrontement, c'est la stabilité. Une voix posée, peu de mots, aucun argument. La colère, privée de résistance émotionnelle, finit par s'éteindre. Ces deux tests ont un point commun. Ils utilisent l'inconfort pour te déplacer, le vide ou l'intensité. Et tant que tu réagis pour soulager cet inconfort, tu joues le jeu. Mais il reste des tests encore plus insidieux, ceux qui ne cherchent pas une réaction immédiate, mais une usure progressive, une pression répétée, une fatigue lente. Et c'est là que beaucoup, même très solides, commencent à céder. Le 5e test est particulièrement pervers, le test de l'injustice mal expliquée. Quelque chose se produit qui n'est pas juste, une décision floue, une responsabilité mal répartie, une accusation implicite. Rien d'assez clair pour être dénoncé frontalement, mais suffisamment injuste pour te mettre sous tension. Ce test ne cherche pas ta colère, il cherche ta justification. On attend que tu expliques pourquoi tu n'es pas responsable, pourquoi tu n'as pas voulu mal faire, pourquoi la situation est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Et plus tu expliques, plus l'injustice devient acceptable, plus elle se normalise. Pourquoi réagis-tu ? Parce que l'injustice heurte ton sens de l'équilibre. Tu veux corriger, rétablir la vérité. Mais face à une injustice volontairement floue, la clarté ne libère pas, elle t'enferme. La réponse stoïcienne ici n'est pas de convaincre, c'est de refuser le terrain. Ne pas expliquer ce qui n'a pas été clairement formulé. Ne pas réparer ce qui n'a pas été assumé. L'injustice qui ne peut plus s'appuyer sur tes justifications finit par se révéler ou s'effondrer. Le 6e test est plus lent, mais redoutable. Le test de la pression répétée. On te demande une chose, tu refuses calmement, rien ne se passe. Puis la demande revient, légèrement reformulée. Puis encore, puis sous forme de rappel, puis sous forme de plaisanterie, puis sous forme d'urgence. Ce test ne cherche pas à te faire exploser, il cherche à te fatiguer. Pourquoi réagis-tu ? Parce que tu crois que tenir trop longtemps est rigide, parce que tu veux rester ouvert, compréhensif, flexible. Alors tu expliques encore une fois, puis une autre. Et à force d'expliquer, ta limite devient poreuse. La pression répétée fonctionne comme l'érosion. Elle n'attaque pas, elle insiste. Et chaque réponse que tu donnes, même calme, nourrit l'idée qu'un ajustement est possible. La réponse stoïcienne est la constance silencieuse. Même réponse, même posture, ou parfois aucune réponse. Non par mépris, mais par cohérence. Une limite qui doit être expliquée à chaque fois n'est plus une limite. Ces deux tests partagent une stratégie commune, te pousser à compenser ce que l'autre ne formule pas clairement, à réparer ce qui n'est pas assumé, à expliquer ce qui est volontairement ambigu. Et tant que tu prends cette charge, tu participes au jeu. Mais il reste encore un test, le plus dangereux, parce qu'il ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. Le 7e test est le plus silencieux, le test intérieur. Personne ne parle, personne ne provoque, personne n'insiste. Et pourtant, quelque chose se tend en toi. Une pression diffuse, une urgence intérieure, l'envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, de réagir, même sans raison claire. Ce test ne cherche pas une réponse extérieure,
Il cherche à vérifier si tu peux supporter ton propre calme. Tu connais ce moment. Tout est stable. Rien ne menace. Et pourtant, tu ressens le besoin de bouger, de clarifier, de prévenir, de t'expliquer à l'avance. Comme si rester immobile trop longtemps était dangereux. Comme si le silence laissé trop longtemps allait se retourner contre toi. Pourquoi ? Parce que ce test touche à quelque chose de plus profond. La peur de perdre ta place sans agir. La peur que si tu ne fais rien, tu cesses d'exister dans le regard des autres. Alors tu anticipes, tu ajustes, tu réagis avant même que le monde ne te teste. C'est ici que beaucoup perdent sans combat. Ils se testent eux-mêmes. Les stoïciens avaient une lucidité radicale sur ce point. Ils savaient que l'homme vraiment libre n'est pas celui qui résiste aux provocations, mais celui qui n'a plus besoin de se prouver. Le calme intérieur n'a pas besoin de validation extérieure. Il se suffit à lui-même. Ce test intérieur est redoutable parce qu'il se déguise en responsabilité, en prudence, en maturité. Tu te dis que tu fais bien d'anticiper, d'expliquer, de prévenir les malentendus. Mais en réalité, tu nourris une agitation qui n'est pas demandée. La réponse stoïcienne ici est la plus difficile. Ne rien corriger, ne pas améliorer, ne pas anticiper, laisser les choses telles qu'elles sont, supporter la sensation de vide sans la remplir, supporter l'idée que tu n'as rien à ajouter. Quand tu réussis ce test, quelque chose bascule. Les tests extérieurs perdent leur force parce qu'ils s'appuyaient sur celui-ci. Tant que tu te testes toi-même, le monde continue de le faire pour toi. Mais le jour où tu cesses, le jeu s'arrête. Tu comprends alors une chose essentielle. Le vrai calme n'est pas une absence de réaction. C'est une présence qui n'a plus besoin de se justifier. Et à partir de là, tu ne cherches plus à réussir les tests. Tu les vois venir. Et souvent, tu n'as même plus besoin de les annuler. Ils cessent simplement d'exister. Les stoïciens n'ont jamais cherché à être invincibles face au monde. Ils cherchaient à être inaccessibles à ce qui ne dépend pas d'eux. Et c'est là que beaucoup se trompent en lisant leurs pensées. Le calme stoïcien n'est pas une résistance tendue, c'est un détachement lucide. Marc Aurèle ne parlait pas de rester calme pour impressionner, mais pour ne pas être déplacé intérieurement. Pour lui, chaque réaction inutile était une perte d'énergie, pas une faute morale, une perte de souveraineté. Réagir, c'est accepter que quelque chose d'extérieur dicte ton état intérieur. Les stoïciens avaient compris une chose essentielle avant nous. Le monde teste toujours ce qui peut être déplacé. Les émotions visibles, les attentes, les besoins de reconnaissance, les peurs silencieuses. Tout ce qui réagit devient une surface de contact. Le calme, lui, n'offre pas cette surface. Épictète insistait sur une distinction simple, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Les tests, les provocations, les pressions n'appartiennent jamais à ta sphère. Ce qui t'appartient, c'est ton jugement, ta réponse intérieure, ton choix de ne pas entrer dans le jeu. C'est pour cela que les stoïciens ne cherchaient pas à gagner les confrontations. Gagner implique un adversaire, une tension, une dépense. Ils cherchaient à rester libres. Et la liberté commence là où la réaction s'arrête. Le calme stoïcien est souvent mal compris parce qu'il ne ressemble pas à de la force spectaculaire. Il est discret. Il ne cherche pas l'impact. Il ne cherche pas à dominer. Il retire simplement sa présence des dynamiques inutiles. Quand tu incarnes ce calme, quelque chose d'étrange se produit. Les tests deviennent visibles. Les tentatives de te déplacer perdent leur urgence. Tu n'as plus besoin de prouver, plus besoin de corriger,
Plus besoin de montrer que tu as compris. Le monde continue à tester, mais il teste ailleurs, parce que ce qui ne réagit pas ne nourrit rien. Les stoïciens savaient que le vrai pouvoir n'est pas de tenir face à tout, mais de choisir ce qui mérite ton attention. Tout le reste est du bruit. Et le bruit n'a d'effet que si tu y réponds. Comprendre cela change ta posture intérieure. Tu ne cherches plus à être irréprochable, tu cherches à être stable. Tu n'anticipes plus les tests, tu les laisses se révéler. Et souvent, ils se dissolvent d'eux-mêmes. Le calme n'est pas un mur, c'est un filtre. Et quand le filtre est clair, il ne retient que ce qui compte vraiment. Ne plus tomber dans le test ne signifie pas devenir indifférent ou distant. Cela signifie changer de point d'appui intérieur. Tant que ton équilibre dépend de la réaction des autres, tu restes stable. Le jour où il dépend de ta propre cohérence, le test perd sa cible. La première chose à apprendre est reconnaître le test en temps réel. Un test a toujours une signature commune. Il crée une micro-urgence, une sensation qu'il faut répondre maintenant, clarifier maintenant, rectifier maintenant. Dès que tu ressens cette pression intérieure, arrête-toi. Ce n'est presque jamais une vraie urgence, c'est un déclencheur. La deuxième étape est ralentir volontairement, pas extérieurement, mais intérieurement. Tu peux rester présent, regarder, écouter, sans bouger. Le calme ne consiste pas à disparaître, mais à ne pas te précipiter. Quelques secondes de retenue suffisent souvent à faire tomber la tension. Le test avait besoin de vitesse. Tu lui retires. Ensuite vient le point le plus difficile, ne pas expliquer. L'explication est le carburant préféré des tests. Elle montre que tu es engagé émotionnellement, que tu veux corriger la perception, que tu es encore dans le jeu. Répondre court ou ne pas répondre du tout n'est pas de l'impolitesse, c'est une limite silencieuse. Il est aussi essentiel de rester physiquement présent. Beaucoup pensent que ne pas réagir signifie se retirer. C'est l'inverse. Tu restes là. Tu respires. Tu soutiens le regard si nécessaire. Tu montres que tu n'es ni fuyant ni agressif. Tu es simplement stable. Cette stabilité désarme plus de jeux que n'importe quelle réplique brillante. Un autre point clé est d'accepter l'inconfort temporaire. Le test crée un malaise parce qu'il n'obtient pas ce qu'il attend. Ce malaise n'est pas dangereux. Il n'est pas un signal d'erreur. Il est le signe que tu ne nourris plus la dynamique. Plus tu acceptes cet inconfort sans le combler, plus ton calme devient naturel. Enfin, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas à réussir le test. Tu n'as pas à prouver que tu es plus intelligent, plus calme, plus fort. Le simple fait de ne pas entrer dans le jeu est déjà une sortie propre, sans victoire apparente, sans défaite non plus. Au quotidien, cela transforme profondément tes relations. Les personnes qui testaient par habitude s'arrêtent. Certaines changent de ton, d'autres se détournent, et quelques-unes, enfin, commencent à te parler autrement, plus directement, plus honnêtement, parce qu'il n'y a plus de terrain de jeu. À ce stade, le calme n'est plus une réaction maîtrisée. Il devient un état de base. Et quand ton état de base change, le monde n'a plus la même prise sur toi. Il reste maintenant une dernière chose à comprendre, une bascule finale. Tu n'as pas raté les tests. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant. Tu les as annulés. Il y a une erreur que beaucoup continuent de faire. Croire que l'objectif est de réussir les tests, trouver la bonne réponse, garder un ton parfait, montrer qu'on est au-dessus. Mais tant que tu cherches à réussir un test, tu acceptes qu'il existe.
Et c'est là que le piège se referme. Tu n'avais rien à prouver, rien à défendre, rien à corriger. Le véritable basculement ne s'est pas produit quand tu as mieux répondu. Il s'est produit quand tu as cessé de considérer ces situations comme des épreuves. Quand tu as compris que ce n'était pas ton calme qui était mis à l'épreuve, mais la capacité des autres à le supporter. Annuler le test, ce n'est pas ignorer, ce n'est pas mépriser, ce n'est pas se fermer. C'est refuser de jouer à un jeu qui n'a jamais été conçu pour être juste. Quand tu ne réagis plus, la dynamique change. Le silence ne provoque plus, il stabilise. L'absence de réaction ne crée plus de tension, elle la révèle. Et très vite, ce qui cherchait à te déplacer se retrouve face à lui-même. Imagine un joueur qui provoque, qui insiste, qui attend un mouvement. Et en face, rien. Pas de contre-attaque, pas de fuite, juste une présence calme. Le jeu s'effondre. Pas parce que tu gagnes, parce qu'il n'y a plus de terrain. C'est cela la véritable maîtrise. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu n'as pas besoin qu'il valide ton calme. Tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse ta force. Le calme n'est pas un message adressé aux autres. C'est une position intérieure. À partir de là, quelque chose devient évident. Les tests ne disparaissent pas parce que les gens deviennent meilleurs. Ils disparaissent parce qu'ils ne trouvent plus de prise. Le monde teste ce qui réagit. Il laisse tranquille ce qui tient. Tu ne deviens pas invisible, tu deviens inamovible. Et cette inamovibilité n'a rien de dur. Elle est souple, silencieuse, stable. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à dominer. Elle existe, simplement. Quand tu comprends cela, tu cesses de vivre dans l'anticipation. Tu n'attends plus la prochaine provocation. Tu ne te prépares plus à répondre. Tu n'es plus sur la défensive. Tu es là. Et paradoxalement, c'est à cet endroit précis que le respect apparaît. Pas comme une récompense, mais comme une conséquence. Tu n'as pas réussi le test. Tu as fait bien plus que ça. Tu l'as annulé. Dis-moi en commentaire, quel type de test t'a le plus souvent fait réagir jusqu'à maintenant? Et si tu veux continuer à développer ce calme qui ne se fissure pas, reste ici. Ici, on n'apprend pas à gagner des jeux, on apprend à ne plus y entrer.